Lorsqu'un studio s'attaque à la réalisation d'un anime aussi ambitieux que My Hero Academia, ce dernier va à la rencontre de nombreux problèmes. Que ce soit le souci de respecter au mieux la trame originale, suivre le rythme du manga, ou encore pouvoir être diffusable auprès d'un large public, enfants comme adultes, à la télévision japonaise. Ces problématiques amènent souvent les studios à devoir faire des changements tantôt futiles, tantôt importants vis-à-vis du support original, et MHA n'échappe pas à la règle. Ainsi, après avoir parlé de One Piece, on va donc s'attarder cette fois-ci sur les différences entre l'anime de My Hero Academia et de son manga. A noter que seules les 5 premières saisons seront prises en compte ici pour la simple et bonne raison que j'ai pas encore vu celle en cours de diffusion. Bref, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu mais aussi de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et sur ce, on est parti. Partie 1, la censure. Lorsqu'on pense à la censure, on imagine des scènes de violence atténuées pour convenir à tous les spectateurs. Cependant, c'est pas toujours le seul cas de figure. L'anime de MHA est diffusé à une heure de grande écoute et touche donc une population très jeune, si bien que pour ne pas heurter leur sensibilité avec une imagerie trop violente, il arrive que la censure soit d'application. En même temps, faut dire que My Hero Academia est diffusé à la télé japonaise vers 17h30, ce qui correspond au moment où les enfants rentrent des cours et ont tendance pour beaucoup à se mettre directement devant leur télévision. Par exemple, dans le chapitre 1, avant que Bakugo ne se fasse capturé par le monstre debout, on le voit engueuler ses potes en train de fumer. C'est une scène qui a été supprimée dans l'anime, probablement parce qu'elle n'était pas capitale, mais on peut aussi imaginer que c'était surtout à cause de la cigarette apparente chez un collégien. Il arrive également que la censure soit d'application pour cacher de la nudité. En effet, dans l'épisode 16 de la saison 3 qui correspond à l'examen pour obtenir sa licence de super-héros, Deku se bat contre Camille, qui est en réalité Himiko, déguisée en l'étudiante. Pour ce qui est de la suite, vous la connaissez, à la fin de cet affrontement, Camille finira à poil. Évidemment, l'anime a décidé de censurer au mieux ce passage en rajoutant à la jeune fille une sorte de tenue blanche en dessous des traces de boue afin de cacher au mieux l'essentiel. Seulement, cette décision a plus que contrarié les fans, puisque selon eux, cette situation ne correspondait pas à l'intention originale du manga, et que surtout, ça pouvait laisser penser qu'elle était habillée. Alors, on pourrait dire qu'on s'en fout, mais toujours selon eux, vu que Himiko n'est pas toute nue dans cette scène, elle n'est plus handicapée. Ce qui fait qu'avec cette tenue blanche, techniquement, plus rien ne la contraint pour se battre. Ouais. Bon, la réalité c'est qu'à mon avis, le personnage s'en fout totalement d'être habillé ou non, mais juste, ça faisait plaisir aux fans de la voir à poil. Ainsi, dans la version Blu-ray, le studio a rattrapé son erreur pour le plus grand bonheur des aficionados de la série. Mais le plus amusant, c'est que c'est pas la première fois que les fans de la licence se plaignent d'un manque de nudité. Par exemple, dans le jeu mobile My Hero Academia The Strongest Hero, développé par une entreprise chinoise, on remarque que dans l'un des trailers du jeu, Momo a vu sa poitrine rapetisser et son décolleté se refermer. Malheureusement, ce simple changement d'apparence banale dans le design du personnage a éveillé une réelle colère de la part de certains fans. Alors oui, c'est honteux, mais bon, qu'ils se rassurent, ils ont gagné puisque dans le jeu, son décolleté est bien présent. Merci Internet. Pour rester dans la partie jeux vidéo, on peut citer My Heroes One Justice 2 qui a lui aussi provoqué la colère de certains fans en faisant ici le choix de recouvrir la poitrine de Midnight. Bon, pour le coup, c'était un peu plus compréhensible puisque le gaz qu'elle produit grâce à son alter s'échappe de sa peau, à tel point que dans le manga, elle porte une tenue facilement déchirable afin de permettre à ce dernier de s'échapper de son corps. Jusque là, on peut parler de censure avec des raisons valables, mais d'autres fois, c'est difficilement explicable. Vu le nombre de personnages féminins dans MHA, autant vous dire qu'il y a certains chara-design d'Horikoshi qui font parfois débat. La preuve, il y a peu avec la polémique autour de son dessin de Toro. Cependant, si on doit lui reconnaître quelque chose, c'est qu'il a toujours voulu représenter des femmes avec des corps plus réalistes que ce qu'on a l'habitude de voir dans les mangas. On a par exemple des personnages comme Ochako ou Momo qui ont des formes dans le manga bien plus développées. Pourtant, dans l'anime, ces dernières seront plutôt avec une taille fine, une grosse poitrine ou encore de larges hanches. Ainsi, selon l'un des chara-designers de la série Umakoshi Yoshihiko, ce changement a été fait pour rendre les personnages plus charmants, ce qui envoie une image un peu pourrie, gâchant totalement l'idée originale d'Horikoshi. Après, bien évidemment, outre tout ce qu'on a vu précédemment, la censure reste bien souvent utilisée pour atténuer les scènes violentes, et ça, My Hero Academia n'y échappe pas. Pour ne citer qu'un exemple parmi tant d'autres, on peut évoquer celui ayant fait le plus de bruit, la scène de torture de Shigaraki. Qu'on se dise, entre la scène originale et celle de l'anime, il y a un monde de différence. Bien qu'impressionnante visuellement parlant dans le manga, l'anime a tenté de l'atténuer au maximum. Alors, au vu du résultat, on peut imaginer que la société de production ou encore les diffuseurs ont insisté pour appliquer cette censure. D'autant plus quand on voit la version originale de l'animateur postée sur Instagram qui nous montre une scène bien plus fidèle à celle d'origine. Mais le problème c'est que, comme je l'ai dit, il y a plein d'autres exemples. On peut également parler de cette scène de doigts coupés qui a été totalement supprimée. Là encore, c'est pour atténuer la violence, mais aussi parce que l'image renvoie indirectement au rituel des Yakuza connus pour sectionner leurs propres doigts en cas d'erreur. Et autant vous dire que le sujet est un peu tabou au Japon,
hein, donc pas étonnant qu'ils aient décidé de ne pas la diffuser au grand public. Cependant, le pire reste les changements effectués sur l'arc My Villain Academia. Alors que ce dernier marque un tournant dans le manga puisque l'histoire devient plus violente et moins manichéenne, ce qui se traduit par ailleurs par une imagerie bien plus dure et sombre, pour ce qui est de l'animé, c'est pas spécialement ça. Comme je le disais au début de cette partie, l'horaire de diffusion de l'animé à la télé japonaise force le studio à vouloir garder une image tout public, obligeant la série à s'édulcorer au point de ne plus être sur la même longueur d'onde que l'œuvre d'origine. Par ailleurs, d'autres éléments plutôt sympas se perdent aussi avec cette adaptation animée, à l'instar des références à la pop culture présentes dans le manga, mais très discrètes dans l'animé. Alors, bien évidemment, c'est compliqué de parler de censure dans ce cas précis, puisqu'il s'agit sûrement d'un souci de droit d'auteur. Je trouve ça quand même dommage, puisque ces références permettent de mieux comprendre les inspirations d'Horikoshi. Cependant, les éléments relatifs à la censure qu'on vient d'aborder ne sont évidemment pas positifs pour l'adaptation, car ils peuvent dégrader le visionnage du spectateur. Toutefois, qu'on se le dise, ils n'auront qu'une influence minime sur l'œuvre de façon générale, contrairement aux autres différences entre le manga et l'animé que nous allons voir dès maintenant. Partie 2, les changements dans l'histoire. Le cas le plus conséquent pour cette partie concerne la saison qui a probablement le plus déçu les fans, à savoir la numéro 5. Ici, l'adaptation a pris une tournure bien différente de celle du manga, car on a carrément eu un changement d'ordre dans les arcs avec celui de l'agence d'Endeavor diffusé avant My Villain Academia, ce qui est totalement l'inverse dans le manga. Et forcément, si tu changes le déroulé de l'histoire, c'est pas sans conséquence. Premier impact de ce changement, l'enquête d'Endeavor perd en saveur, puisqu'à ce moment-là, ils ne connaissent pas grand-chose au sujet du Front de Libération du Paranormal, étant donné que Shigaraki ne les dirigeait pas encore. Mais ce n'est pas le seul impact qu'induit ce changement. Alors que le manga prend le temps d'amener les prémices de la création de cette armée, l'animé, lui, a dû supprimer certaines scènes vitales, donnant l'impression que l'arc sort un peu de nulle part. Par exemple, on peut citer ce moment où, sans aucune transition, on aperçoit l'armée de Libération plaçant des micros sur Hawks, sans réellement nous introduire le contexte au préalable. Si ces éléments ont pu étonner, voire décevoir pas mal de fans, et surtout les lecteurs du manga, la partie qui a été la plus impactée reste celle de My Villain Academia. En effet, il faut savoir que dans le manga, cette partie dure 22 chapitres. Or, dans l'animé, ils l'ont adapté en 5 épisodes, si bien qu'on se retrouve avec une moyenne de plus de 4 chapitres par épisode. Je vous apprends rien, mais ça fait un peu beaucoup. À titre de comparaison, la saison 1 de My Hero Academia, qui dure 13 épisodes et se termine avec le sauvetage de la classe par All Might, adapte seulement 21 chapitres. Ainsi, avec cette saison 1, on n'était pas à plus de 4 chapitres par épisode, mais bien à 1 ou 2 maximum. Donc autant vous dire que le principal problème de My Villain Academia, c'est son rythme. Si certains changements peuvent avoir un impact sur la compréhension du spectateur ou également sur le rythme de la série, d'autres peuvent aussi avoir des conséquences assez importantes sur l'histoire. En effet, on a remarqué que du manga à l'animé, certains moments importants pour mieux comprendre le comportement de différents personnages ont été supprimés. Parfois, ce sont des parties entières qui sautent, notamment celles concernant la présence de la coalition de refus des créatures. Dans le manga, c'est un culte qui discrimine et agresse les êtres humains possédant une apparence non humanoïde. Ainsi, leur apparition représente un moment important, puisque c'est l'occasion d'en apprendre plus sur le rôle de Spinner, en plus de lui rajouter du temps d'écran supplémentaire. Parce que au final, dans l'animé, il se retrouve bien plus en retrait que les autres méchants du groupe, alors qu'il est tout aussi important qu'eux. Ah oui, forcément, c'est difficile de développer un personnage si tu lui enlèves les moments qui auraient dû lui être consacrés. C'est d'ailleurs pas le seul dans ce cas-là, avec notamment Rodestro, dont l'introduction est totalement foirée au point de rendre impossible un développement intéressant. Dans l'anime, son idéologie est peu expliquée. Le gars est censé être influent et terrifiant, mais il devient rapidement un mec creux et sans réel intérêt. Et ce manque de consistance pour les personnages à présenter casse un peu le thème de l'arc, qui, outre le fait de montrer que les méchants progressaient également, expliquait que certains d'entre eux auraient pu avoir une vie normale si la société les avait aidés. Et mine de rien, c'était l'occasion parfaite pour susciter bien plus d'empathie pour le spectateur, et à l'amener à aimer ces personnages comme certains l'ont fait avec Twice par exemple. Bref, je vais pas donner plus de détails, juste allez lire le manga, ça vous permettra de mieux saisir toutes les subtilités de l'œuvre. Le plus triste dans tout ça, c'est que les arcs précédents de la saison 5 ont eu le droit à pas mal d'épisodes inutiles et de flashbacks bouffant le rythme, ne laissant que peu de place à My Villain Academia, ce qui prouve alors que ce choix était totalement volontaire. Et à partir de là, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ce rythme assez étonnant. La première, c'est l'envie de la part du staff de terminer la saison sur un climax pour mieux teaser la prochaine, dans l'idée, comme toujours, de conserver la hype de tous les fans. La seconde, c'est l'envie de concorder avec la sortie du film
World Heroes Mission. Ce qui est, de mon point de vue, assez con, puisque le film spoil les événements majeurs de My Hero Academia, n'ayant pas encore été dévoilés dans l'animé, étant donné que ce dernier se déroule durant l'arc L'Agence d'Endeavor. Mais bon, dans tous les cas, n'oublions pas que le studio Bones fait un gros travail sur l'animé depuis le premier épisode, à tel point qu'on peut se demander, voire aisément imaginer que la décision ne vient pas d'eux, mais de bien plus haut. Enfin, pour conclure cette partie concernant les changements de l'histoire, on peut évoquer les fillers. Alors, pas besoin de s'y attarder longtemps, mais MHA c'est le spécialiste des épisodes récap permettant de conserver le rythme des 25 épisodes par saison. Et même si certains fillers peuvent être tout à fait corrects, on se retrouve quand même avec El Famoso épisode de la plage durant la saison 5 qui bouffe du temps d'écran à My Hero Academia. Bref, là encore, quelque chose d'assez ridicule. Heureusement, si les changements dans l'histoire peuvent avoir un impact négatif, certaines modifications permettent d'apporter une véritable plus-value à l'œuvre originale. Partie 3, les améliorations. On le sait, c'est inhérent au format, un animé a forcément un rythme plus long qu'un manga, et dans le cas de MHA, ça a permis de rajouter pas mal de scènes très intéressantes. Lors du chapitre 35, on a les combats de Mina contre Yuga et de Fumikage contre Momo, qui s'étendent sur une seule case chacun, là où dans l'animé, lors de l'épisode 8 de la saison 2, il dure entre 2 et 3 minutes, nous permettant ainsi de profiter au mieux du spectacle. Et si certains passages sont étirés dans l'animé, d'autres sont carrément rajoutés. Durant le combat final de la saison 1, on peut voir Fumikage et Masahiro se battre alors qu'ils sont totalement absents dans le manga. Là-dessus, faut le dire, c'est plutôt cool, puisqu'on remarque que l'anime met bien plus en avant les personnages secondaires, sans parler des flashbacks permettant de rendre l'œuvre bien plus consistante. Et quand on voit le nombre astronomique de persos cool et intéressants dans My Hero Academia qui sont relayés derrière le casting principal, c'est clairement pas un mal. Un autre élément intéressant que l'anime nous propose concerne l'introduction d'Aizawa. Lors de ses premières apparitions, ce dernier a l'air bien plus sévère dans l'anime, puisque lors du test d'entrée, sa façon de communiquer porte à croire qu'il agit à sa guise, et que surtout, en finissant dernier, Deku va être exclu de UA. Une modification dans la mise en scène qui permet donc de changer le sens apporté au spectateur, mais aussi de modifier le rythme en l'améliorant grandement. Et c'est pas le seul exemple du style, comme lors du fameux combat de Red Riot qui nous propose un flashback au milieu de l'affrontement plutôt qu'à la fin comme dans le manga, ce qui permet de rendre la scène plus émouvante et impactante sans casser le rythme du grand final. Et il y a plein d'autres exemples du genre, notamment du côté des combats qui sont souvent bien plus dynamiques grâce au travail fantastique de chez Bonne, ce qui fait que au final, c'est assez frustrant. Parce qu'une adaptation animée, comme son nom l'indique, doit prendre des libertés avec le matériel d'origine, et tous les éléments qu'on a décrits dans cette partie 3 rentrent parfaitement dans cette démarche. Mais à côté de ça, on a eu cette saison 5 qui est bien en dessous du reste. Dans tous les cas, bien que créer une adaptation puisse sembler aisé puisqu'on a une réalisation préconstruite ainsi qu'une histoire et des dialogues déjà écrits, on remarque qu'il n'en est rien. Passer d'un format à un autre, c'est remodeler un nombre d'éléments impressionnants d'une œuvre. Il est nécessaire de faire un tas de changements pour le rythme, pour le public, mais aussi pour tenir au format imposé par la télévision, que ce soit en termes de durée d'épisode, voire de censure. Bref, c'est un travail colossal. Un des plus gros changements sur lequel on ne s'est pas attardé plus tôt, mais qui demeure important, c'est évidemment le style graphique qui est bien plus libre dans le manga et donc plus détaillé. Et ça, même si l'anime propose évidemment son lot d'éléments forts niveau graphique, que ce soit via les animations époustouflantes ou les plans de caméra de dingue pour une expérience différente, mais qui peut être aussi intéressante, voire plus, dans certains cas que dans le manga. En tout cas, vous aviez adoré la vidéo sur les différences entre le manga et l'anime One Piece, j'espère que celle-là vous aura également plu. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un pouce bleu et vous abonner pour ne rater aucune des futures sorties. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Aniki, ciao.